FCC. Il faut dire que l'accord Cash-FCC peut se résumer en une seule phrase. Il s'agit d'un problème de jalousie incroyable d'un partenaire qui n'accepte pas que son allié puisse arriver à accomplir des choses que lui n'a pas accomplies pendant des années. Non seulement qu'il n'arrive pas à accepter, mais qui s'emploie, qui se décide à faire obstruction à tout ce que l'autre va faire pour arriver à l'empêcher complètement à rendre de la marchandise que le peuple attend de lui. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, chers compatriotes, bonsoir. C'est très gentil de nous recevoir chez vous, c'est Richard Antoine Kapeta Kazadi. Je vous ai faussé compagnie pour quelques mois. Bien entendu, il y a des considérations qu'on est en train de faire sur ce qui se passe dans le plateforme, sur les plateformes que nous sommes en train d'utiliser. En fait, il y a beaucoup de prolifération de mensonges, prolifération de fausses accusations, prolifération des affabulations, et tout cela nous fait réfléchir parce qu'on se dit finalement on risque d'être assimilé à du n'importe quoi, alors que nous faisons des analyses objectives. On peut être d'accord avec nous ou pas, mais ce sont des analyses objectives. Alors, je donne ici à titre d'exemple un compatriote qui vit à Londres, il semble qu'il vient de la Norvège, qui a débité des histoires incroyables à l'endroit du chef de l'État, qui a parlé de Kabonde, le secrétaire général du l'IDPS, qui était au Rwanda, qui a reçu toutes ces révélations. Quand il est rentré, il a fermé la bouche, ce qui est du mensonge. Quand Kabonde est rentré au pays, il est allé à Kananga où il a fait du plein, absolument du plein, de gens pour leur parler de la politique du pays. Il est allé à Chikapa, il a fait le plein également. Donc, tout ça nous fait réfléchir. Est-ce qu'il faut continuer à évoluer sur les plateformes, même si cela peut aider les gens tant bien que mal? Ça fait réfléchir. Et aujourd'hui, notre émission s'intitule 2020, une année déterminante pour la réussite du quinquennat du chef de l'État. Et avant d'en arriver à ça, nous avons une petite information en vrac. L'information en vrac, en fait, ce sont des tueries des hommes de Dieu, des pasteurs, dans la province du Haut-Katanga. C'est incroyable. Le mois de janvier seulement, on a eu plus de 6 pasteurs tués froidement dans leur maison, certains forcés à commettre l'inceste avec leurs filles. Quand ils résistent, on les abat. Il y a des cas où on a abattu le pasteur et sa femme, des cas où le pasteur qui a cédé au chantage, finalement, il s'est lui-même donné la mort le matin. Donc ce sont des choses, en fait, qu'on doit attribuer à des gens qui menacent tous les jours, qui vont déstabiliser le pays. Mais ils s'emploient à tout moment pour la déstabilisation du pays. En fait, rentrons à notre thème d'aujourd'hui, qui est l'année 2000 comme année déterminante pour la réussite du mandat du chef de l'État. Effectivement, cette année-ci, il y a des événements que nous devons surveiller très étroitement parce que ce sont des événements, quand ils basculent, ils peuvent changer toute la vie de la nation. Nous avons en premier lieu l'accord Cash-FCC. Nous avons la nouvelle mission de l'ONU et la guerre de l'Est, qui sont des événements importants, qui peuvent tout changer dans le pays. Nous avons l'implication du clergé catholique dans la politique du pays. Et enfin, nous avons le point de partenaires, de nos partenaires extérieurs qui peuvent nous aider, nous accompagner dans la reconstruction du pays. Nous commençons avec l'accord Cash-FCC. Il faut dire que l'accord Cash-FCC peut se résumer en une seule phrase.
Il s'agit d'un problème de jalousie incroyable d'un partenaire qui n'accepte pas que son allié puisse arriver à accomplir des choses que lui n'a pas accomplies pendant des années. Non seulement qu'il n'arrive pas à accepter, mais qui s'emploie, qui se décide à faire obstruction à tout ce que l'autre va faire pour arriver à l'empêcher complètement à rendre de la marchandise que le peuple attend de lui. Alors, il y a une fissure. Il suffit de regarder, vous verrez qu'il y a une grande fissure dans les relations Cash-FCC. Cette fissure, en fait, n'est pas d'aujourd'hui. C'est au lendemain même de l'existence de l'accord Cash-FCC. Imaginez que pour sortir le gouvernement qui est actuellement en fonction dans notre pays, ça a pris plus de 7 mois. Que les Cash faisaient monter les enchères, ils ne voulaient pas vraiment céder d'un seul pouce, ils voulaient avoir 80-90% de ministères dans le gouvernement. C'est incroyable. Et aujourd'hui, on se pose la question de savoir si réellement il y a l'espoir d'amélioration, des chances d'amélioration de la cohabitation entre les Cash et le FCC. En fait, cet accord, ce n'est pas un accord de coalition, c'est un accord de cohabitation, parce que la manière dont il se comporte, de manière dont il gère le pays, c'est comme deux forces politiques très opposées qui sont en train de cohabiter. En fait, ce n'est pas la coalition. Donc, est-ce qu'il y a réellement la chance d'amélioration de relations entre les Cash et le FCC? C'est à vous de répondre à cette question. Et on se dit finalement, qu'est-ce qui va arriver dans l'avenir? Parce que cet accord de Cash, c'est un mariage contre nature. C'est comme, par exemple, on mettrait un lézard et un serpent pour dire qu'il faut cohabiter ensemble. C'est ce qui se révèle à la longueur du temps. On ne pense pas que cette relation pourrait s'améliorer dans un avenir proche, parce que le FCC pourra faire la pression sur les Cash jusqu'à la fin du mandat du chef de l'État. À quoi ça aurait servi? C'est pour cela qu'on pose la question de savoir quels sont les risques que comporterait la dénonciation de cet accord, selon vous. Si à une telle question, nous disons, il faut aussi poser une autre question. Quel est l'avantage de demeurer, de continuer à respecter cet accord? Est-ce qu'il y a vraiment de l'avantage? C'est pour cela que moi je dis, même s'il y a le risque, un risque quelconque de dénonciation de l'accord, c'est un risque minime par rapport à la continuation des cohabitations du Cash et de FCC. Il faut qu'on reconsidère cela. Nous disons les choses que les gens ont répétées plusieurs fois. Nous ne pouvons pas nous empêcher de le répéter parce que c'est en répétant peut-être que notre peuple pourra comprendre. C'est ça le travail que nous sommes en train de faire. Il faut que les gens comprennent quel avantage est-ce que le président de la République, le peuple congolais pourra tirer deux accords Cash-FCC. Est-ce qu'il faut les laisser continuer? Vraiment, il y a un problème qui se pose. On se demandera ben, pourquoi est-ce qu'ils n'arrivent pas à harmoniser leur vue, ils n'arrivent pas à se comprendre. Mais on a mis, c'était un mariage contre nature. On a mis deux forces politiques qui ont des visions différentes, qui ont des idéologies différentes, qui ont les styles de gouvernance différents. Mais ils ne peuvent pas harmoniser, pas du tout. Je vous donne deux exemples. Lorsque les Cash fait tout pour le retour fracassant de la RDC sur la scène internationale, un retour que le peuple congolais apprécie, un retour que le milieu extérieur apprécie, le FCC n'est pas d'accord avec ça. Un autre exemple, vous avez suivi l'affaire du président du conseil d'administration de la GKM, la plus grande entreprise de l'État chez nous. Mais ce monsieur est impliqué dans une histoire de blanchissement de 200 millions de dollars. Quand on dit que ce monsieur est à la disposition de la justice pour qu'on comprenne exactement ce qui s'est passé, le FCC menace
de déstabiliser le pays pour ça. Il dit, voilà, il faut le laisser. Il part, il n'y a pas de danger, il n'y a pas le risque pour lui de fuir. Mais un voleur, est-ce qu'il n'y a pas le risque qu'il fuit? C'est soustrait de la justice. Donc vous comprenez qu'il y a deux visions différentes, deux types de gouvernance différents, deux idéologies différentes, deux façons de voir des choses différentes. Donc ça ne pourra pas marcher. Le chef de l'État aujourd'hui a le droit et aussi le devoir, devant ceux qui pensent que le pays doit être remis sur le bon chemin, de dissoudre le Parlement, en fait, duquel résulte la majorité du FCC et par conséquent les accords de gouvernement entre les CACH et le FCC. Il devra les dissoudre. Il n'y a aucune raison de les garder. En les dissolvant, je pense que demain, le FCC ne pourra pas avoir la même majorité qu'il a aujourd'hui. C'est impossible. Même s'il pourra avoir la majorité, il n'aura pas la majorité qu'il a aujourd'hui. Donc il est question du courage politique aujourd'hui, qu'on pense déjà à réorganiser, réformer la commission politique en vue des élections dans les jours à venir. C'est un impératif. Il faut arriver à le faire si on veut gouverner le pays. Parce que, comme je le disais au départ, l'année 2020, c'est une année très déterminante parce que si le chef de l'État n'arrive pas à maîtriser cette année-ci, le quinquennat est complètement en échec. Il faut qu'il arrive à comprendre cela. Il faut qu'il prenne les risques politiques, c'est non politique. Je me rappelle toujours quand il est arrivé en tant que secrétaire national aux relations extérieures à Calgary en 2015. Je lui disais dans un toast, vous êtes notre cheval, n'ayez pas peur, allez de l'avant, nous allons vous soutenir. Le peuple est là pour les soutenir aujourd'hui. Il ne faut pas que le chef de l'État recule. Cette histoire de cash FCC n'a pas sa raison d'être. Nous passons au deuxième point, la mission de l'ONU et la guerre de l'Est. Quand on parle de la mission de l'ONU, il y a des compatriotes qui savent que ce n'est pas la première fois que l'ONU arrive dans notre pays dans une mission. Mais les jeunes générations, s'ils n'ont pas appris à l'école cet élément de l'histoire, ils ignorent réellement c'est la première fois qu'il y a eu l'ONU dans notre pays. Mais non. En 1960, nous avons eu ce qu'on appelle ONUC, Organisation des Nations Unies au Congo. Et aujourd'hui, nous avons la MONUSCO, Mission de l'ONU au Congo. Alors, quand nous parlons de l'ONU, il faut que je fasse un petit rappel pour que les gens comprennent exactement où est-ce que nous voulons en arriver pour montrer quels sont les torts que l'ONU a causés à notre peuple, à notre pays. En 1960, l'ONU est arrivée dans notre pays. Mais comment, dans quelles conditions l'ONU est arrivée? Nous devions accéder à l'indépendance le 30 juin. L'ONU s'est décidé d'avoir une délégation qui participe aux cérémonies de l'indépendance du Congo. Et on envoie une délégation, pas la moindre, une délégation conduite par M. Ralph Bunche, qui est le secrétaire général adjoint de l'ONU, une délégation de très haut niveau. Et chaque fois quand on parle de l'ONU, il faut toujours les rapprocher aux États-Unis parce que l'ONU, c'est un bras diplomatique des États-Unis. L'ONU, c'est même un bras armé des États-Unis parce que là où les États-Unis ne veulent pas montrer la tête pour des opérations assez compliquées, on envoie l'ONU. L'ONU le fait. Tout cela, c'est par rapport à la contribution des États-Unis au fonctionnement de l'ONU. Il suffit de regarder dans l'échelle. La contribution des États-Unis n'est pas à comparer avec n'importe quelle autre puissance. C'est la raison pour laquelle les États-Unis imposent leur vue à l'ONU. Alors, les États-Unis d'Amérique, parce que nous devons les lier à l'ONU par rapport au problème du Congo, ils étaient impliqués, ils ont impliqué l'ONU, qui est leur bras diplomatique. Il faut dire que les États-Unis en 60 n'avaient pas grand-chose comme investissement au Congo. Ils avaient ce qu'on appelle la Société internationale foresterie, qu'on appelle en abrégé Forminière, qui exploitait les diamants.
ils avaient les plantations de Mayombe, ils avaient l'exploitation de l'or et de l'élevage dans l'Est. S'il faut ajouter à cela, vous avez les actions dans l'Union minière du Haut-Katanga et les actions Rockefeller. C'est tout ce que les États-Unis avaient. Mais ils avaient compris que le Congo, c'est un pays stratégique, un pays extrêmement géostratégique. Pour cela, nous devons le contrôler. Il ne faut pas qu'il tombe dans les jurons, sous les jurons de l'Union soviétique. Mais c'était sans compter avec l'émergence des leaders qu'on a appelés des leaders à esprit indépendant. Et parmi ces leaders, il y a Lumumba, le Congolais du nom de Lumumba. Et ces leaders avaient comme slogan le non-alignement. Cela sonnait très mal aux oreilles des États-Unis. Non-alignés, ça veut dire qu'ils ne sont pas avec nous. S'ils ne sont pas avec nous, comme ils aiment toujours le dire, donc ils sont contre nous. Mais les États-Unis sont arrivés à la conclusion selon laquelle les leaders là n'ont pas compris l'importance des enjeux, n'ont pas compris le rôle que peut jouer l'Union soviétique dans les relations internationales. Pour cela, ce sont des gens éliminés. Ils s'arrangent avec la Belgique, ils décident de l'élimination de Lumumba. Entre-temps, Lumumba, il a formulé 3 demandes à l'ONU. Il demande à l'ONU l'évacuation de toutes les troupes belges au Congo. Comme vous le savez, les troupes belges sont ceux-là qui avaient instrumentalisé, qui avaient soutenu la cession du Katanga. Il demande l'évacuation des troupes belges. Il demande aussi l'assistance militaire. Ça veut dire qu'il veut absolument le maintien, l'application de la loi et de la paix dans le pays. Et aussi, il demande une assistance technique, le fonctionnement minimal de l'État, c'est-à-dire l'éducation, la fonction publique, le médical, etc. M. Camacho lui dit, écoutez, je ne suis pas en mesure d'évacuer les troupes de l'ONU, pardon, les troupes belges du territoire congolais. Il lui oppose un refus catégorique. Si vous étiez Lumumba, qu'est-ce que vous auriez fait? Les pays étaient en péril. Il y avait la sécession au Katanga. Il y avait la sécession au Sud Kasaï. Et Lumumba alors exprime sa demande auprès de l'Union soviétique qui accepte de lui envoyer des avions. Donc c'était une aide en quelque sorte logistique. Les Américains tremblent devant cette situation et disent, mais non, les avions russes qui arrivent au Congo pour aider Lumumba, qu'est-ce que nous pouvons faire? Dagamacho leur dit, ne vous en faites pas, nous contrôlons la situation, aucun avion soviétique ne va atterrir sur le sol congolais. Je vous dis très sincèrement, l'ONU venait de violer ses propres résolutions. Parce qu'il ne peut pas être arbitre et parti pris. En refusant d'aider Lumumba à évacuer les troupes belges, là, il prend parti en faveur d'un camp qui est dans un conflit. Donc Lumumba voulait en fait que les avions russes arrivent, qu'on transporte nos troupes jusqu'à Kisangani, et de Kisangani, il peut regarder comment il peut atteindre le Katanga. L'ONU lui a refusé de l'aide. L'ONU a refusé non plus que les Russes arrivent au Congo pour aider Lumumba. L'ONU est allée plus loin. Parce qu'en fait, quand les Américains décident d'éliminer Lumumba, ils disent nous devons l'éliminer. Mais la question qui restait à savoir était seule de savoir comment l'éliminer. La réponse était que nous devons l'éliminer par tous les moyens. Tous les moyens, ça veut dire, ça peut être par tueur à gage, ça peut être par empoisonnement. Et aussi, ils ont pensé faire des alliances avec les leaders modérés qui étaient des corrompus. Et enfin, c'est cela que vous devez le plus écouter, ils doivent utiliser l'ONU. Effectivement, l'ONU a été utilisée du début jusqu'à la fin pour la neutralisation et la mort de Lumumba. L'ONU était totalement impliquée en 1960. Et l'ONU arrive à mettre à la disposition de Mobutu un conseiller, ce n'est pas n'importe lequel, c'est lui qui était le commandant adjoint des troupes de l'ONU au Congo. Il s'appelle Katani, de nationalité marocaine. Imaginez
l'ONU le met à la disposition de Mobutu. Et les historiens aujourd'hui s'accordent à croire que c'est Kateni est responsable du premier coup d'État de Mobutu, c'est lui qui l'a préparé. Donc, le Premier ministre du Congo sera empêché d'accéder dans les installations de la radio pour expliquer au peuple qu'il y avait un coup anticonstitutionnel qui était en train de se faire. Il a fini par se sauver, il a fui, il s'est retrouvé à Moueka, il a trouvé les troupes de l'ONU là-bas, les Ghanéens, il leur a demandé protection, ils ont dit non. L'ONU a refusé. Et jusqu'à la mort, l'ONU a joué un grand rôle. Et jusqu'à ce jour, l'ONU n'a jamais initié des enquêtes pour savoir comment s'est passée la crise du Congo en 60. Il n'a jamais non plus initié d'enquête pour savoir comment le tout premier Premier ministre du Congo est arrivé à la mort, jusqu'à aujourd'hui. Donc, un jeune Premier ministre âgé de 35 ans, qui a gouverné le pays pendant seulement 2 mois et 5 jours, il a été tué 6 mois après l'indépendance. Le rôle crucial joué dans cet assassinat, c'était l'ONU. Et vous allez me dire que les moulélistes, Moulela, avaient tort de lancer une rébellion pour défendre la démocratie. C'est cela qui est arrivé. Et alors, aujourd'hui, nous avons l'ONU qui est dans nos territoires depuis 20 ans, 21 ans maintenant, parce que nous commençons la nouvelle année. 20 000 hommes, les contingents les plus importants dans le monde. Il y a des États qui ont comme la totalité de leurs troupes, 20 000 hommes. Et nous avons l'ONU chez nous qui s'est concentrée complètement à l'est du pays. Et pendant que l'ONU est à l'est du pays, on tue plus de 10 millions de Congolais. Je suis en Occident depuis plusieurs années. C'est impensable de toucher aux cheveux d'un enfant ici en Occident. C'est impensable de toucher aux cheveux d'une femme ici en Occident. Mais la majorité de ceux qui sont morts dans l'Est, ce sont les enfants et les femmes. L'ONU est là. Il a failli à son mandat, qui était celui de s'interposer pour empêcher des tueries, mais on a tué le Congo sous la barbe de l'ONU, qui s'est détourné de sa mission en se transformant en des gardes industriels, c'est-à-dire protéger les sites des entreprises, des ONG, protéger les sites des entreprises multinationales. C'est cela le travail que l'ONU a fait. Combien de fois est-ce qu'on n'a pas découvert des fûts ou des sacs de minerais dans les blindés de l'ONU? Donc, tous les États qui ont envoyé des contingents ont donné des instructions à leurs contingents de ne pas être distraits pour s'occuper de protéger les Congolais. Plutôt, il faut ramasser les minerais et envoyer ici, vous avez votre part. C'est ça le travail que l'ONU a joué. Et alors, quand on a vu les populations de Béni, des Boutembo se révolter, se mettre debout, c'était révoltant, c'était honteux pour l'ONU et c'était révélateur de beaucoup de dessous des cartes qu'on a comprises. Parce qu'à Béni, les gens vous disent, les gens sont tués dans la proximité de là où se trouve l'ONU et l'ONU ne bouge pas. Quand l'ONU intervient, c'est quand ils savent que les gens, les tueurs sont déjà partis. Les gens vous disent qu'on a attrapé des gens avec des lettres, soit envoyées par l'ONU à des rebelles, soit envoyées par les rebelles à l'ONU. On a trouvé dans les blindés de l'ONU des uniformes de FARDC, notre armée. Et c'est ainsi qu'il y a eu de la confusion la plus terrible, où on disait que c'était le FARDC, mais le FARDC, c'est notre armée. Bien entendu, il y a beaucoup de problèmes avec notre armée, mais l'ONU a joué un rôle très néfaste qui a accentué encore cette considération de croire que le FARDC était là-dedans impliqué. Parce qu'ils ont tout fait pour faire la confusion en donnant nos tenues parfois aux rebelles, aux tueurs. Les tueurs, on sait de quelle manière ils sont arrivés. Alors les questions qu'il faut se poser, mais pourquoi est-ce que vers la fin, il y a eu l'augmentation des tueries? Pourquoi il y a eu plus de tueries vers la fin ici? Là, c'est une question très importante, c'est la panique. La panique de qui? De gens qui sont venus, qui étaient acquis. Finalement, ces gens, comme on le sait, ils ont commencé à s'approprier les terres.
Ils ont commencé à ériger en territoire certaines terres. Or, le pouvoir des Mwami au Kivu, il est basé sur les terres. Donc, ces gens qui ont vu que voilà, le pouvoir qui était associé au projet, c'est-à-dire le pouvoir de Kabila, est parti, dangereux, il nous faut accélérer les tueries pour que les projets se concrétisent. Ils ont constaté aussi que le nouveau président, le nouveau pouvoir était en train de se battre absolument pour éradiquer complètement cette rébellion. Alors ils se sont dit non, c'est quitte au double, il faut absolument accélérer les choses, les tueries. C'est ainsi que le volume de tueries s'est amplifié. Alors, les problèmes qui se posent aujourd'hui, c'est par rapport à nos compatriotes, comme le président l'a dit de Benyamulenge. En fait, tout remonte de l'époque de Mobutu, par l'ordonnance 71 qui leur donnait la nationalité globale, collective. Eh bien, ces gens sont devenus des compatriotes. Mais quand ils sont retrouvés dans les troupes, ils sont retrouvés dans notre armée, ils ne sont pas allés là-bas pour défendre le Congo, ils sont allés là-bas pour épier l'armée afin de réaliser le projet de diviser notre pays. Ici, je voudrais que les gens qui sont... Parce que le problème que nous avons aussi, c'est l'oubli, la mémoire, une mémoire très courte. Si nous n'avions pas de mémoire courte, nous ne pouvions pas croire à des gens comme Ngwanda. Un menteur patenté, qui dit du n'importe quoi. Lui, quand il parle de cette histoire, il dit balkanisation, c'est Félix qui est là-dedans, c'est Félix qui est en train de concrétiser la balkanisation, alors que le régime que Ngwanda a servi, c'est le régime qui avait reconnu la nationalité de Benyamulenge. C'est très malheureux. Il faut faire attention et faire les discernements par rapport à l'information qui est sécrétée, n'est-ce pas, au travers les médias sociaux. Donc aujourd'hui, les gens qui étaient là, qui sont nos compatriotes, le président Félix l'a dit aussi ouvertement, il faut qu'ils adoptent des attitudes qui montrent qu'ils sont vraiment les patriotes, leur nation sur le Congo. Et les gens qui continuent à appeler à la violence, ils ne réalisent pas à quoi ils exposent notre pays. Qui avait dit que le Congo doit absolument partager ses richesses avec les autres? Sarkozy. Un chef de l'État d'une puissance européenne. Qui a dit que le Congo, le Kivu, dans les annales là-bas au département d'État, est rwandais? Qui avait dit ça? Herman Cohen, un Américain. Donc les projets aujourd'hui, quand on les voit au stade où il est, et croire que ceux qui sont là ne font rien absolument pour empêcher le pire, c'est du mensonge, c'est de la manipulation, c'est de l'intoxication. Voilà pourquoi, chers compatriotes, nous devons faire très attention. Sans découler derrière le temps, et il y a un problème, comme je disais, c'est le problème d'un bon discernement par rapport à ce qui doit arriver. La guerre qui se passe au Kivu, c'est une guerre non conventionnelle. Nous avons affaire à des gens qui vivent avec les populations, bien que nous sachions que ces gens ont été cheminés chez nous par les camions rwandais, ils ont été cheminés passés par Rutshuru, etc. Mais ils mènent une guerre non conventionnelle comme la guérilla. Il suffit de vous rappeler comment les États-Unis sont partis la queue dans les pattes au Vietnam à cause de la guérilla. C'est une guerre très difficile. Et nous voulons que les gens soutiennent notre armée. Ici, nous devions parler maintenant de la mission, de l'implication du clergé catholique dans la politique. Comme nous disions que tous les enjeux dont nous parlons aujourd'hui peuvent faire basculer le pays, d'une manière ou d'une autre. L'ONU, on ne les chasse pas de n'importe quelle manière. Vous vous attaquez à l'ONU, vous vous attaquez aux États-Unis. Je sais qu'il y a des pays qui ont rejeté l'ONU, qui ont refusé l'ONU, qui ont demandé à l'ONU de partir. Est-ce que nous sommes dans la même situation? Parce que, comparaison n'est pas raison, est-ce que nous sommes dans la même situation pour nous aussi nous mettre debout et dire que l'ONU parte? Les frères de Beni et de Kivu, qui savent que nous sommes solidaires avec eux par tous les moyens, ils doivent savoir qu'il y a des gens qui se battent pour eux. Le pouvoir actuel, c'est un pouvoir qui est contre cette espèce de rébellion contre nos populations.
Malheureusement, on a trouvé qu'il y a même les fils du coin qui sont dans cette histoire, qui tuent les autres. Et cette histoire de Ira Force, dont on avait parlé l'autre fois, on en a parlé abondamment. Il y a différents médias qui en ont parlé abondamment. Des fils du coin qui sont là-dedans, qui envoient des missions pour qu'on tue le maire de la ville, pour qu'on fasse des choses. Ce sont des choses regrettables. Le chef de l'État a dit que non, il y a malheureusement nos compatriotes qui sont là-dedans. C'est une guerre qui prendra le temps qu'il pourra prendre, mais nous devons être derrière notre armée, l'encourager absolument. Il y en a qui disent que l'armée ne donne pas les détails. On ne donne jamais les détails de la guerre. On ne donne pas les détails. Autrement, vous donnez l'information à l'ennemi. Et surtout une guerre comme celle-là, où l'on ne sait pas qui est réellement l'ennemi, on ne peut pas faire n'importe quoi. Alors je disais que l'implication du clergé. Ici, nous devons vous montrer combien cette implication est parfois malencontreuse. Dans les années 1990, notre pays était engagé dans un processus du changement avec la conférence nationale. Et quand le peuple congolais a vu à la tête de cette conférence nationale un évêque catholique, il était rassuré que les choses iraient pour le mieux. Je dois vous dire en bref que Monseigneur Mosengo a joué une très mauvaise carte en tant que clergé. Tout ce qu'il avait fait, c'était pour accommoder Mobutu. La conférence nationale a élu un Premier ministre. Une élection jamais vécue dans le pays, où l'on voyait l'urne, où on voyait les votes qui tombaient dans l'urne. Jamais vu, suivi à la télévision et à la radio. Pour la première fois. Et l'élu avait gagné l'élection avec 71%. Vous dire que cette élection était un grand espoir de notre peuple. L'espoir pour voir le pays entrer dans les changements. C'est la mission dont il était investi. Nous ne disons pas qu'il était parfait, mais nous disons qu'il en avait la capacité. Imaginez qu'à la longueur de temps, Monseigneur trouve que le Premier ministre que lui a sorti, qui est son poulain, était conflictuel. C'était ses propres termes. Comment est-ce que lui qui lutte pour le changement dans le pays, nous avions affaire à des gens coriaces. Mobutu était un homme coriace. Lui qui luttait pour le changement, on les traitait conflictuels. C'est lui qui mettait les blindés devant la Banque nationale pour empêcher Tshisekedi de nommer quelqu'un. C'est lui qui envoyait des gens au bureau pour sceller tous les bureaux des ministres, mais du Premier ministre. Lui n'était pas conflictuel. Donc c'est ce qui était conflictuel. Il a joué par tous les moyens. Mobutu n'a pas réussi à dompter Tshisekedi, parce que c'est la promission des changements. Mobutu n'avait pas les changements. C'est pas Tshisekedi qui devait lui donner des cadeaux de ce qu'il voulait. Et on nomme un autre Premier ministre, Faustin Birindois, qui était de l'UDPS, secrétaire national de l'organisation. Un gouvernement impopulaire à l'intérieur, impopulaire à l'extérieur. Et Monseigneur Mosengo joue la carte de Kengo. Kengo, c'était le tout dernier Premier ministre de Mobutu à son discours d'avril 1990. C'est encore son Premier ministre qui terminera son pouvoir lors de sa fuite en dehors du pays. Donc, on remet encore Kengo aux affaires. C'est avec le concours de Monseigneur, parce que le Monseigneur est allé faire ce qu'on appelle le compromis politique global. C'est un accord politique trouvé en dehors de la conférence nationale. Quand nous disons la conférence nationale est souveraine, mais Monseigneur, lui, va régler des problèmes à l'extérieur, en dehors de la conférence nationale, trouver un compromis politique qui va revigorer complètement les moboutistes. C'est ainsi qu'ils vont entrer en force. Kengo est revenu. Quand Kengo est revenu, qu'est-ce qui arrive par la suite? D'abord, Monseigneur, il refuse que la commission de Bimaraki ne soit présentée dans la plénière de la conférence. Alors que notre peuple avait le droit de savoir qui a fait quoi. On ne peut pas changer ce pays tant
qu'on ne se regarde pas dans les miroirs. On ne peut pas le changer. C'est à partir de nos erreurs que nous pouvons demain corriger et réajuster l'avenir. Alors, Monseigneur refuse que la commission de Bimalki ne soit présentée à la conférence, dans la plénière de la conférence nationale. Il refuse que la commission des assassinats ne soit présentée dans la plénière de la conférence nationale. Il refuse que la commission politique termine ses présentations dans la plénière. C'est incroyable. C'est incroyable. Donc, il en finira à quoi? Ça sera... La conférence nationale avait mis en place une loi qui devait servir de constitution de la transition. Il y aura des compilations ou des mélanges avec la constitution que Mobutu va apporter. La conférence nationale va décider des députés issus de la conférence nationale qu'on a appelés les hauts conseillers de la République. Mobutu va y ajouter ces députés dont le mandat était à terme dans 2 mois. Et ça fera une assemblée nationale de 700 personnes pour un pays exsangue qui n'avait aucun moyen. Le clientélisme politique. Monseigneur Monsengo fera tout pour soutenir d'une manière très indirecte, très habile, mais on sait qu'il a fait et on n'a pas compris comment il pouvait trahir le travail que lui-même a fait et cela a imposé du recul à l'histoire de notre pays. Ça, c'est ce que j'appelle l'implication malencontreuse du clergé dans les affaires de l'État. Tout récemment, tout le monde a suivi la manière dont Monseigneur Ambongo a réagi, ou si vous voulez bien, il a pris les problèmes de la balkanisation dans sa façon de voir les choses. Mais il faut tout simplement arriver à comprendre qu'il, dans sa manière d'aborder les problèmes, la question, il veut montrer que l'autorité politique actuelle n'a pas pris la chose en main comme il se devait. C'est comme si, c'est en ce moment-là, donc il y a un mois, que Monseigneur Ambongo venait d'apprendre à propos de la balkanisation. Je vous ai cité Sarkozy ici, je vous ai cité l'Américain, l'ancien secrétaire d'État, l'ancien secrétaire aux affaires africaines. Mais il le savait. Le diocèse de Beni Butembo a fait un grand rapport sur cette histoire. Mais même pas ça, il y a Ucredes qui a écrit un livre de 416 pages sur le Congo. La République du Congo, la balkanisation à l'implosion, poussée à l'implosion, quelque chose comme ça. Donc ils étaient au courant. Ils le savent parce que la CENCO a fait son rapport où il a pris des séquences, si vous voulez bien, des extraits plutôt de ces livres-là, il a mis là-dedans. Donc tous ces gens qui ne savaient pas que notre pays était dans le danger des balkanisations, ils le savaient. Mais aujourd'hui, ils veulent montrer tout simplement que le chef de l'État, pendant que toute l'armée est mobilisée, l'état-major avancé est mis en place. Des armes, toutes les armes que nous avons aujourd'hui sont là-bas, entassées là-bas. Alors, le plus grand problème aujourd'hui est celui-ci. Qui des Benyamulenge, qui sont nos compatriotes, et nous les autres, a la sympathie de la communauté internationale? Là, je vous réponds sans embâche, ce sont les Benyamulenge qui ont la sympathie de la communauté internationale. Lorsqu'on nous a tués, on a tué des millions et des millions de Congolais. Montrez-moi là où la communauté internationale s'est mobilisée à notre faveur. Nulle part. Par contre, quand les Benyamulenge élèvent la voix pour montrer qu'ils sont exposés, ils sont menacés de génocide, c'est la communauté mondiale qui bouge. Voilà pourquoi il faut faire très attention. Ou soit vous voulez que cette partie de la République parte, parce que l'ONU est en droit de dire aujourd'hui, mais n'oubliez pas, vous ne connaissez pas les cas de Kosovo, vous ne connaissez pas les cas du Soudan du Sud, vous ne connaissez pas l'ex-Yougoslavie. Vous ne voulez pas comprendre, on continue à menacer ce genre-là, on continue à faire du n'importe quoi, à dire n'importe quoi dans la confusion.
l'ONU va déclarer, il dit, écoutez, ces gens sont en danger, il faut qu'ils aient leur parti. En ce moment, il va nous rester que nos yeux pour pleurer. Et nos compatriotes qui sont sur le territoire, que les gens là souhaitent avoir, quelque chose comme cela, s'ils ne seront pas d'accord de rester là-bas comme des citoyens des nouvel État, ils vont aller vers chez nous. Et c'est très simple, une belle occasion. Les pays qui ont toujours envie le pays vont déverser le plein de leur population vers chez nous. Ça sera fait. Alors il faut arriver à comprendre cette histoire. Parce que les gens disent du n'importe quoi. Vous suivez les Ngwanda qui disent n'importe quel, qui débitent n'importe quel mensonge. Ce sont des choses qu'il faut arriver à comprendre avec discernement. Quel est aujourd'hui l'intérêt de notre pays? Dans cette histoire, c'est nous aujourd'hui qui allons perdre si nous ne faisons pas attention. Et la guerre de Béni, nous allons la gagner avec notre armée. Ça ne sert à rien de saboter notre armée, de dire n'importe quoi à l'égard de notre armée. Et le dernier point, ce sont les partenaires qui devraient nous accompagner dans la reconstruction du pays. J'ai déjà fait des émissions sur l'importance du partenariat avec la Russie, l'importance du partenariat avec la Chine, l'importance du partenariat avec l'Europe. Pour vous dire que je n'ai pas vu des pays d'Europe qui ont développé d'autres pays. Il n'y en a pas, je ne sais pas où. Leur coopération d'abord est très onéreuse, très coûteuse. Ils vous envoient les gens, ils vous imposent leurs services, et ils vous demandent en fait de faire ce qu'eux veulent. Ce n'est pas comme ça la coopération. Il y a les États-Unis d'Amérique. Nous avons signé, on peut au moins considérer que les accords que nous avons signés avec les États-Unis, les accords spéciaux, peuvent jouer en notre faveur. Et là, nous voulons des choses plus concrètes. C'est pour cela que nous disons au chef de l'État, cette année 2020, comme lui-même l'a proclamé l'année des actions, eh bien, il faudra qu'on arrive à avoir des partenaires très sûrs qui pourront demain nous aider. Nous aider, c'est peut-être trop dire, oui, nous avons notre argent, nous pouvons aussi contacter des prêts sur la place publique, eh bien, que ce genre-là nous aide réellement à changer la figure de notre pays. On a vu ce que c'est l'Union soviétique aujourd'hui, pardon, la Russie aujourd'hui, ce qu'elle pense, comment elle entend s'impliquer dans le développement de l'Afrique. Ils sont prêts. Ils l'ont dit clairement, nous voulons changer, enlever tous les gâchis que les Occidentaux, les Américains ont commis. Et nous savons, nous avons déjà une certaine expérience avec la coopération avec la Chine. Nous savons quelle est la coopération la moins coûteuse. Les Chinois, ils viennent, ils mangent avec nous. Les Chinois, ils arrivent chez nous, bien sûr, on dit la mauvaise qualité de matériel. Ça dépend de nos gens qui, en fait, reçoivent le marché, réceptionnent le marché. Si nos gens disent que le marché n'a pas été bien fait, la route n'a pas été bien faite, tel ouvrage n'a pas été bien réalisé, nous ne recevons pas l'ouvrage, ils sont contraints de réhabiliter les fautes qu'ils ont commises dans l'ouvrage. Donc, tout dépend de nous. Chers compatriotes, je vous remercie infiniment de votre attention. Dans notre émission d'aujourd'hui, nous avons parlé en fait de l'accord CACH-FCC. C'est un accord qui doit appartenir au passé. Il n'a aucune importance, il n'a aucun intérêt, il n'a aucun avantage. Donc, le Parlement doit être dissous. Ces gens-là ne viendront pas massivement comme ils sont venus aujourd'hui. Nous savons dans quelles conditions ils sont venus. Et ils se plaignent. On entend les gens là qui se plaignent. Vous avez gardé Ilunga. Mais eux disaient que Félix, c'est eux qui l'ont mis. C'est eux qui les contrôlent. Comment ils commencent à pleurer? Il y a un de leurs à qui on a arraché une maison maintenant, parce que c'était un bien de l'État qu'il avait acquis. Mais finalement, c'est eux qui contrôlent, bien c'est Félix qui contrôle. Mentez, il en resterait quelque chose. Et nous avons parlé de la mission de l'ONU. On doit attribuer une nouvelle mission à l'ONU parce que sa mission pour laquelle il est dans le pays depuis 21 ans n'a jamais été bien accomplie. Le mandat n'a jamais été fait. Aujourd'hui, on peut lui donner notre mission. Nous avons l'argent. Dans chaque armée, il y a le génie civil. Ils peuvent se mettre à construire des routes avec notre financement, etc. L'implication du clergé catholique, c'est quelque chose de très important. Regardez comment ils ont divisé l'opinion, ils ont divisé le pays pratiquement, parce qu'ils ont affirmé aux élections qu'ils avaient les résultats des élections. Ils ont parlé de 70%
de la victoire de Fayoulou. Mais que l'on sache, ils n'ont reçu aucun PV. Ils n'étaient pas en droit de recevoir un seul PV. Comment ils pouvaient recevoir le PV alors qu'ils n'étaient que des observateurs? Le rôle des observateurs est très clair. Regardez le bureau, est-ce qu'il a ouvert à temps? Est-ce qu'ils ont les batteries qu'il faut pour le vote? Est-ce que les gens ont commencé à voter? Quelles sont les difficultés qu'ils ont? Est-ce qu'il y a plein de gens là-bas? Comment on peut... C'est ça le rôle des observateurs. Ils ne pouvaient pas recevoir un seul PV. Le PV, normalement, est remis au candidat qui doit avoir un témoin. C'est le témoin du candidat qui doit avoir le PV. Ce sont les témoins des groupements politiques qui doivent avoir le PV. Ce sont les témoins de partis politiques qui doivent avoir les PV. Mais eux ont fait de bruit ici au point où aujourd'hui l'opinion dans le pays est encore divisée. Ils y ont joué un rôle très important. Donc je disais que tous ces éléments que nous avons développés aujourd'hui peuvent faire basculer l'avenir du pays d'une manière ou d'une autre. La mission de l'ONU, si vous voulez le forcer par là, il faut lui donner une nouvelle mission plutôt que de le forcer à quitter le pays. À moins qu'ils veulent eux-mêmes quitter le pays. On a vu dans le cas de l'ONU ici, quand les gens de Bénin sont mis debout, l'ONU s'est mis à envoyer ce matériel au Rwanda, un pays qui était en guerre contre nous, donc il était ami de l'ONU. On comprend bien. Tout le matériel, tous les minéraux qu'ils volent passent par le Rwanda. Donc c'est extrêmement important de comprendre les choses de manière objective. Nous ne disons pas que les gens doivent être d'accord avec ce que nous disons. Non, ce n'est pas la parole de la Bible. Nous voulons tout simplement éclairer l'opinion avec nos analyses pour que les gens comprennent où est-ce que nous allons avec notre pays, qu'est-ce qui nous attend, quelles sont les difficultés qui nous attendent. Donc, nous terminons en disant au chef de l'État, cette année, c'est l'année importante. On ne peut pas échouer dans cette deuxième année, espérer réussir un mandat. Il doit prendre son courage, la commission électorale doit être réformée, corrigée, les élections organisées. La vie politique n'a pas de prix. Ça nous coûte un milliard, ça nous coûte un milliard. Il faut le trouver quelque part. Il faut qu'on arrive à organiser ces élections pour que ces gens qui ont la majorité aujourd'hui, ils se vantent, ils ne l'auront pas demain. Nous savons combien leurs sénateurs avaient corrompu scandaleusement les gens et les présidents de la République avaient fermé les yeux. Et nous disons que ce président, on veut abuser de lui. Pourquoi? Parce qu'on le voit bien éduqué. Il est le reflet de l'éducation qu'il a reçue. Il respecte tout le monde. Il écoute tout le monde. Il patiente avec les gens parce que c'était un autre. Ce serait fini depuis longtemps. Merci, chers compatriotes. À la prochaine occasion. Bye.